Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, restons sur le gramme de Mbankolo. Les chiffres avancés par les riverains font froid au dos, très loin de la trentaine de morts que reconnaît le gouvernement. Beaucoup de témoignages sur la cause de cet éboulement font également froid au dos. Ne faisons pas chaque fois comme si c'était des fourmis qui mouraient dans ces éboulements et effondrements. Même si aux yeux de certains jouisseurs zélés, les en bas d'en bas sont de simples renégats dont la vie devrait avoir la même valeur que celle des animaux qui attendent calmement leur tour de passer à l'abattoir. À leurs yeux, les désœuvrés, les pauvres sont similaires aux troupeaux de bœufs, aux troupeaux de moutons ou à la simple volaille. Un pays où la vie humaine est censée être très précieuse ne peut pas se permettre à chaque fois un tel niveau de banalisation de la mort. Les gens meurent comme ça, comme des fourmis. Après on passe, les gens mettent seulement les rips sur Facebook et c'est bon comme ça. On attend les prochains grammes pour venir encore mettre des rips sur Facebook. Il ne suffit pas de mettre les rips sur Facebook, continuer à produire des émois et des pleurs éphémères sur Facebook. Pleurer c'est bien, mais arrêter ce qui nous fait toujours pleurer est très bien. Plus que jamais, on devrait normalement s'asseoir et demander que cela cesse. Laissons les histoires que même dans les pays développés, il y a des éboulements. Laissons cette paresse intellectuelle et cet esprit diabolique. Il n'y a aucune mort qui soit justifiable par des analogies. Votre enfant meurt, on vous demande de ne pas pleurer, de ne pas vous lamenter, de ne pas mettre les autres à l'abri de la mort parce que tout le monde passera par là ou alors parce que même aux États-Unis les gens meurent. La fatalité ne nous dispense pas de la prévention. La production des cas similaires ailleurs ne nous dispense pas de la réflexion autour de la prévention. Après une telle inscription, des éboulements et des effondrements dans l'ogre de la banalité, dans l'ogre de la quotidienneté avec des morts tragiques et en masse, nous devons nous interroger encore et encore jusqu'à ce que des solutions se dégagent et le phénomène se rétrécit. Pourquoi les populations construisent-elles dans les zones à risque? La réponse est simple, elles n'ont pas les moyens de construire dans des zones viables. Comme nous le notions hier, quelqu'un qui a des possibilités d'avoir un lopin de terre dans une zone viable ne peut pas décider délibérément de laisser ces zones viables pour aller construire dans un marécage ou sur le flanc d'une colline ruisselante. Les gens n'ont pas de choix, les gens n'ont pas de moyens. Que doit faire l'État dans ce cas? Il doit offrir des alternatives aux couches vulnérables, aux en bas d'en bas. Mais que fait finalement l'État du Cameroun? Globalement, il ne fait rien. Les gens qui dirigent pillent plutôt les caisses de l'État. L'argent qui doit aider à ce qu'on implémente une politique sociale pour un logement pour tous, ils le volent, ils le dilapident, ils se le partagent là-bas. Lorsque l'État fait semblant d'avoir pitié des couches vulnérables, des en bas d'en bas en construisant des logements sociaux, il vise encore l'offre. D'abord, l'inadéquation très profonde entre l'offre et la demande. Ensuite, le peu de logements construits, ils se partagent ça entre eux là-bas. Ils achètent tous les lots avec l'argent détourné. Maintenant, même lorsque les pauvres se sont déjà installés dans les marécages ou des flancs des collines, que fait l'État pour la protection civile? On laisse un étang, le lac d'un ministre au-dessus des maisons des en bas d'en bas. L'en haut d'en haut a sa maison en haut à l'abri de tout avec son lac. Les en bas d'en bas sont en bas avec leur maison en attendant que les eaux du lac de l'en haut d'en haut créées en haut viennent les ensevelir une fois ici en bas. Quel est cet État qui ne voit toujours rien venir? Et quand bien il voit quelque chose venir, que fait-il? Le Conseil national de la protection civile, le Conseil national de sécurité, la direction de la protection civile, le centre de coordination de l'assistance humanitaire, toutes ces institutions qui mangent l'argent des Camerounais chaque année là, elles nous servent finalement à quoi? Juste des institutions budgétivores avec des avantages indus qui augmentent chaque année. Les gens qui travaillent dans ces institutions nous servent finalement à quoi? Même le simple secours, même en plein Yaoundé, les secours arrivent après que les populations aient fait le job. Or, chaque gouverneur, chaque préfet, chaque sous-préfet doit avoir son plan d'organisation des secours. Combien de sous-préfets connaissent même l'ocre là? Les énamiens qui savent seulement filer les opposants et envoyer les policiers et gendarmes couper les chandelles à ceux qui ne sont pas d'accord avec le mode de fonctionnement du renouveau. Les sous-préfets ne voient jamais des effondrements venir. Ils ne sont jamais prêts pour l'intervention. Les énamiens savent seulement aider le président à s'éterniser au pouvoir. Que dire des exécutifs communaux? Ces maires qui ont acheté leur investiture au
comité central du RDPC et n'ont aucun compte à rendre aux populations parce que leur élection vient du comité central. Lorsqu'il faut envoyer leurs agents racketter les gens, ils sont forts. Lorsqu'il faut mettre les sabots pour se faire un peu de sous, ils sont forts. Trouver des alternatives foncières aux masses, rien. Viabiliser les zones à risque, rien. C'est comme ça qu'ils délivrent des permis de bâtir à l'aveuglette aux gens qui viennent leur verser des centaines de mille. Le patrimoine foncier communal, les forêts communales, ils revendent les lots en catimini, les partagent à leurs amis et aux membres de leur famille au lieu d'aider les populations démunies avec ces lots. Toute la journée au téléphone en train de renifler les petites affaires qui peuvent les rendre rapidement riches. Que les petits tribalistes continuent de défendre ces gens au nom de la tribu. Que les je ne fais pas moi la politique et les opportunistes continuent de les laisser faire. Est-ce que le boulement de Mbankolo a alors sélectionné ses victimes sur la base de la tribu ou de l'appartenance politique? Quand ça cuit, quand ça doit cuire, ça cuit sur nous tous sans discrimination. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. De la protection, pardon, il y a des spécialistes de la fonction de la protection civile, qu'il y a des sapeurs-pompiers officiers, non officiers, des volontaires et d'autres spécialistes, comme vous pouvez imaginer, qui sont des architectes, des urbanistes, ainsi de suite, qui peuvent penser toute une politique de prévention et de protection. Et il faut dire qu'on a un très bel arsenal juridique parce qu'en fait, depuis 2002, le Cameroun s'est doté d'un plan national de contingence. Ça, c'était sous le ministre Kongedima avant son départ, un plan national de contingence qui vise à fixer un cadre de prévention, de préparation et puis d'alerte et même d'endiguement de ce genre de situation qui a été renouvelé, révisé en 2006 et puis en 2011. Donc vous avez cet arsenal-là, mais le problème c'est le dysfonctionnement du système. Voilà par exemple le professeur qui parle de la santé. Vous voyez que à leur niveau, ils agissent avec les projets et les plans qu'ils ont chez eux. Mais je ne suis pas certain qu'il y a une interconnexion entre ces plans-là et ceux, par exemple, du MINAT à travers la direction de la protection civile, en fait même qui est embryonnaire chez nous. Donc je crois que c'est ça le véritable souci. Donc c'est un dysfonctionnement du système. Il faut autonomiser la direction de la protection civile en la transformant comme en une autorité qui peut donc mailler toutes les compétences de tous les ministères concernés. Vous avez vu par exemple quand nous fixons les responsabilités, ce qu'on n'a même pas dit ici, c'est qu'il y a même le ministère de l'élevage, des pêches. Parce que quand vous dites un lac, il y a des agents vivants dedans, c'est-à-dire des poissons. Ça veut dire qu'il devait avoir une activité de pêche là-bas. Donc comment est-ce qu'on peut avoir un lac et le ministère de l'élevage et que la digue de ce lac ne va pas céder un jour et saisir par exemple le ministère de la ville et qui va saisir le ministère de la santé parce qu'il s'agit aussi des problèmes de santé, qui va saisir dans le MINAT sur la direction de la protection civile pour voir maintenant au cas où la digue lâche, est-ce que les populations en contrebas, est-ce qu'il ne faut pas les déplacer? Vous voyez, maintenant je sors par là, les mesures qui ont été prises, moi je trouve que ce sont peut-être des mesures d'urgence, mais il s'agit des personnes qui ont perdu leur logis. Quand vous donnez des couvertures, des matelas, ils vont dormir où? Vous voyez, le véritable problème c'est quoi? On fixe par exemple des zones de recasement. Les dispositions qui ont été prises depuis lundi, c'était que les personnes qui n'avaient pas de famille à Yaoundé ont été confiées par le sous-préfet au maire de Yaoundé 2. Donc l'endroit qui a été identifié pendant que nous étions encore sur le site, c'était la maison du parti. Vous comprenez que c'est effectivement très provisoire, c'est le temps qu'on trouve où les loger en attendant les relèvements. J'avais commencé par parler de ceux-là qui avaient des familles à Yaoundé. Maintenant, je peux passer à ceux qui n'en avaient pas. Justement, on vous donne l'occasion. Oui, le sous-préfet a demandé à ceux-là de se rapprocher de lui pour les frais de transport. Parce que ce qu'il a proposé, c'est que certains replient d'abord en famille, ça peut être hors de Yaoundé, le temps qu'on voit un peu plus clair sur l'organisation de ce recasement-là. Est-ce que vous avez pensé à la prise en charge psychologique qui est organisée au niveau du ministère de la Santé? Est-ce que là-bas, on va continuer la prise en charge psychologique? Encore que, et je vous le témoigne, parce que nous travaillons sur le sujet depuis le premier jour, depuis la nuit même, et nous avons, à travers Anissé Boudier, rencontré des familles qui quasiment étaient sous des manguiers.
Et il y a des personnes qui ont perdu quasiment tous les membres de la famille. Est-ce que vous avez est-ce que c'est un déficit de recensement ou bien est-ce que c'est un manque d'accompagnement de cela? Non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un déficit de dénombrement. Pour le dénombrement, il a été fait et je vous ai dit, il y a eu des catégories, la catégorie de ceux qui n'avaient vraiment personne et qui ont été confiés au maire, la catégorie de ceux qui pouvaient repartir en attendant que